Et nous avons trouvé, dans le programme que je viens de citer, dans les éléments clés du programme, vous avez ces 7 éléments qui viennent de ces livres de Boulot. C'est-à-dire, le ministère de la route, du rail, du eaux et de la mobilité, nous avons trouvé une idée très géniale, c'est concret, c'est frappant et nous l'avons pris. L'ordre écologique national et tout ce que vous voyez ici, jusque la diaspora au cœur du rétrécissement. Réécrire notre histoire, c'est fantastique et nous pensons qu'on ne peut pas continuer à vivre et aller de l'avant si on ne connaît pas son histoire, si on n'a pas de ressorts, si on n'a pas de ressources, parce que dans l'histoire, on se ressource et on se projette vers l'avenir. Dans ce programme, voici nos priorités. Il y en a 7. Il y en a 7. Vous allez dire pourquoi vous avez mis 7. Souvent on demande aux gens quelles sont vos 3 priorités, vos 3 premières priorités. Mais nous on a mis 7 parce que ce pays, c'est un pays à reconstruire. L'état de droit, première priorité. La paix et la justice. Je suis parti à Goma. Et à Goma, quand on développait le programme, j'ai été voir les communautés et à chaque fois, je demandais qu'est-ce qu'on doit faire pour vous si je deviens demain président de la République, qu'aimeriez-vous que je fasse en priorité? Je dis, oh, M. Fayou, allez-nous notre excellent de Jésus. Pour nous, c'est la paix. Si vous nous mettez ici dans ce pays, vous nous obtenez la paix, nous savons faire le reste. Éducation et recherche et innovation. Important pour nous. Singapour n'a absolument rien. La Suisse n'a pas une seule, on ne peut pas comparer en richesse avec une seule province du Congo. Regardez la Suisse. Regardez la Malaisie. Pourquoi nous sommes comme nous sommes aujourd'hui? L'agriculture, autrefois fleuron de l'économie congolaise. L'agriculture. J'ai parlé de palmier, j'ai parlé de la Malaisie. Le palmier a été développé ici par l'Institut de INERA de Yangambi. Les Malais sont venus, ils ont pris ça ici, ils sont partis développer chez eux. Aujourd'hui, ils sont riches avec ces produits. Gouvernance intègre et tolérance zéro, pollution, l'emploi, les ministères de la route, du rail, des eaux et de la mobilité nationale. Ça, ce sont nos priorités. Je parlerai aussi dans les documents ici de la fiscalité. Parce que sans fiscalité de développement, on ne peut pas se développer. Voilà les propositions sur l'état de droit. Très simple. On doit, enfin, je ne veux pas dire qu'on doit rentrer dans le monde, mais on doit être comme les autres. On ne peut pas écrire une constitution et la saboter et ne pas la respecter. La première chose, nous allons veiller au respect strict de la constitution. Nous allons resacraliser, passez-moi les termes, nous allons resacraliser les serments du président de la République contenu dans l'article 74 de notre constitution. C'est important. On ne peut pas dire une chose et faire son contraire. C'est comme ça qu'on ne prend pas au sérieux. Aujourd'hui, vous dites 1 plus 1 égale 2. Et demain, vous dites 1 plus 1 égale 3. J'ai lu les livres de Mme Clinton et il a dit que quelqu'un aux États-Unis a réussi à faire comprendre aux Américains que 1 plus 2 égale à 5. Si vous lisez son dernier livre, vous allez voir. Donc, demain, il faut que ce qui se trouve dans la Constitution soit sacré. S'il y a un problème, les filles et les filles de ce pays doivent passer par la procédure normale, avoir des discussions avec les communautés pour que cet article qui fait problème fasse l'objet d'une modification. Nous allons veiller à ce que les contrôles parlementaires
soit réellement effectif. Il n'y a pas de contrôle parlementaire. J'avais écrit à monsieur le président de l'Assemblée nationale le 9 avril 2013. Je lui ai écrit une lettre en disant, et cette lettre il a lu, et il est venu à l'Assemblée nationale, il a décrété un vote. J'ai reçu une lettre très intéressante, et je dis, voilà, j'avais 6 points, mais je vais donner seulement 2 points. Le premier point, ou un des points, c'était les contrôles des ressources mises à la disposition de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent du contribuable, pas de nous. Deuxième point, c'était le point sur la nationalité. Le 9 avril, je disais au président de l'Assemblée nationale, mais vous savez que les lois que nous faisons ici, c'est des lois qui peuvent être attaquées parce qu'il y a des étrangers dans notre Assemblée. Et tant d'autres points, c'est resté lettrement et pourtant, et il avait promis qu'il allait réagir par rapport à ça. Nous disons que demain, moi si je suis président, le président de la Commission économique et financière de l'Assemblée devra être quelqu'un qui fera partie, qui sera membre d'un parti qui n'est pas au pouvoir pour avoir respecté les contrôles. Vous n'avez rien à craindre. Il ne faut pas avoir peur de la vérité et quand dans nos cerveaux l'Élysée, ils continuent à l'étudier tous les jours. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Aucune interférence du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif ne sera tolérée. Instaurer la règle de tolérance zéro corruption dans l'administration et de la justice, et tout magistrat qui sera pris en flagrant délit de corruption sera radié à vie. Et vous allez voir, il y a des propositions très très draconiennes. Pour la corruption, fonctionnaire, n'importe qui, on vous attrape, on va investiguer, on va faire une enquête. Vous avez des immeubles, vous avez des bâtiments, vous avez des biens, et vous devez les justifier. Si on vous attrape, vous devez justifier tout. Et si vous n'arrivez pas à les justifier, on retire tout ce que vous avez et vous allez en prison. Paix et sécurité. Nous allons restaurer l'autorité de l'État dans toutes les provinces et nous devons nous assurer qu'il y a une administration qualifiée et pourvue de moyens financiers, matériels et humains adéquats. Aujourd'hui, j'ai sillonné le pays. Quand vous allez dans certaines administrations, dans certains territoires, vous vous posez la question, est-ce que je suis dans une administration de l'État? Je suis dans un bureau de l'État. Nous allons œuvrer pour que l'accord cadre du 24 février 2013, signé par 11 pays d'Afrique à Addis Abeba, soit révisité et discuté avec beaucoup plus d'engagement ferme de la part des signataires. Dans cet accord, il y a des engagements pour la RDC, il y a des engagements pour les autres pays. Mais l'accord n'a jamais été respecté. Et le Congo lui-même prend cet accord avec beaucoup de gens. Et nous devons nous asseoir, nous regarder et nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Comment nous pouvons nous organiser pour que le Congo soit en paix et que cette paix assure le développement et du Congo et de la région. Nous allons réformer complètement le secteur de la défense nationale, la défense, la police et les services de renseignement. Je ne vais pas traiter la défense. Si vous entrez dans les documents, vous allez voir ce que nous proposons pour la défense. Nous allons mettre fin à l'insécurité à l'est de la République, à Ituri, au Kasaï et dans toutes les autres zones de sécurité que compte le pays. C'est utile, c'est primordial, parce que sans sécurité, sans paix, on ne peut absolument rien faire. Nous allons assurer l'intégrité territoriale par un corps spécial et bien formé. Nous allons demander
à tous les pays voisins d'accepter avec l'aide de l'Union africaine et des Nations Unies les rapatriements de leurs ressortissants clandestins se trouvant sur le sol congolais. Pour exercer des activités qui vont vous bénéficier et faire bénéficier aussi le Congo, il n'y a pas de problème. Pour occasionner la sécurité, et nous allons demander à ces pays, calmement, gentiment, négociation d'accepter les rapatriements de leurs concitoyens. Nous allons distribuer, nous allons tout faire pour que soient distribués équitablement les revenus issus des exploitations minières dans les zones minières. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent des armes parce qu'ils disent que non, on prend nos ressources et nous ne bénéficions pas. Vous allez voir tout ça aussi dans la responsabilité des citoyennes des sociétés. Recherche et innovation. Très important. Personne ne peut accepter de demeurer dans sa condition d'origine. L'homme doit changer, l'homme doit se développer, mais doit se développer comment? Qu'est-ce que nous faisons des enfants congolais aujourd'hui qui vont à l'école? Vous avez vu l'école, les bancs? L'enfant qu'on a vu là-bas, c'est dans une province de l'Équateur. Mais quand est-ce que lui utilisera l'ordinateur? Quand est-ce qu'il va entrer dans les médias sociaux? Donc pour ça, nous allons augmenter significativement la part de l'éducation nationale dans le budget de l'État pour atteindre au moins 30% du budget national. Aujourd'hui, l'éducation nationale est à moins de 8%, moins de 10%. Et même les 8% qu'on donne, c'est écrit sur le papier, on ne réalise jamais. Et dans ces budgets, plus de 70%, c'est à payer les fonctionnaires, à payer les enseignants. Donc, c'est très important pour nous, l'éducation, la recherche et l'innovation. Et il y a des pays qui mettent la France, par exemple, qui est un pays qui est déjà très développé, qui a un niveau d'enseignement très élevé, mais 6,6% de son PIB à l'éducation. 6,6%. Le budget de l'éducation pour la France, c'est plus que le produit intérieur brut du Congo. Nous allons organiser des états généraux de l'éducation nationale pour définir une nouvelle politique nationale de l'éducation. Et nous allons décréter une école obligatoire et gratuite pour tous les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans. On ne dit pas ce qui est dans la Constitution que l'école primaire est gratuite. Non, jusqu'à 14 ans, quand l'enfant peut choisir maintenant d'aller dans un enseignement professionnel ou suivre les filières, les autres filières. Donc, l'enfant doit savoir lire et écrire et l'État doit s'engager pour atteindre cet objectif. Nous allons engager le pays dans l'alphabétisation intensive des adultes et des jeunes non scolarisés. 1,5 million à 2 millions d'alphabétisés par an. Lisez les 7 péchés d'Hugo Chavez. Hugo Chavez a fait ça chez nous. Donc là, nous allons alphabétiser les hommes et les femmes dans les cours d'éducation civique, par exemple. Nous allons profiter de l'alphabétisation pour assurer des cours de citoyenneté à la population congolaise. Nous allons requalifier la politique générale de l'éducation nationale qui doit œuvrer pour une formation technique et professionnelle à côté d'une formation universitaire de qualité. Tout le monde ne peut pas être, comment on dit, licencié en droit, en relations internationales, en économie. Mais nous n'avons pas les plombiers. Dans ce pays, les maçons allaient travailler au Togo, au Congo-Brazza, au Gabon, et aujourd'hui, on n'a pas de bons maçons. Il y a des gens qui construisent ici, ils appellent la main-d'œuvre. Est-ce que c'est normal? Et nous avons des millions et des millions de gens au chômage. Donc, nous avons qualifié la politique générale de notre éducation. Renforcer la réglementation sur les conditions d'ouverture
et des fonctionnements des écoles et des universités. Tous les établissements d'enseignement qui ne remplissent pas les conditions fixées par la loi seront fermés. Il y a plusieurs, donc il y a d'autres propositions, par exemple, créer des centres d'excellence, créer des bourses pour le meilleur, créer des bourses pour envoyer les enfants dans des formations techniques et spécialisées dans les meilleures universités du monde. Là, nous avons sélectionné ces 5. L'emploi. Et là, c'est un problème sérieux. On n'a pas de statistiques. On ne connaît pas le nombre de chômeurs dans ce pays. Combien de Congolais ont un emploi formel, rémunéré correctement, payé, et tout le matin, il doit se lever et aller au travail, au boulot, comme on dit, et que sa famille pourra vivre correctement avec le travail. Il y en a combien? On n'a pas de chiffres. Il y en a qui parlent de 90% des chômeurs, 80%, 50%, mais il n'y a pas un emploi. Nous n'avons pas voulu prendre les chiffres parce que nous avons mené une étude sérieuse. Et nous nous sommes dit, le monsieur qui est sur la rue Lodja, à Kassavo, qui répare les voitures, vous le mettez dans quelle catégorie? Il n'est pas licencié. La maman qui, le matin, prend son panier, il va à la boulangerie, elle prend des pains, revient au marché vendre. Vous la mettez dans quelle catégorie? Et nous allons régler tous ces problèmes. Donc, nous allons formaliser les secteurs informels, y compris l'activité agricole et l'activité minière artisanale. C'est possible de créer des entreprises individuelles. Et là, ça nous permettra aussi d'élargir l'assiette fiscale. C'est important. Nous allons formaliser l'économie. Et c'est possible de le faire si nous avons un état de droit, si nous avons des hommes et des femmes sérieux qui pensent que les développements de leur pays, comment dire, leur tiennent à cœur. Nous allons encourager l'esprit d'entreprise pour permettre aux jeunes de créer leurs propres entreprises dans différents domaines de la vie nationale, notamment la culture, les nouvelles technologies, l'agriculture, l'industrie et dans les tertiaires. C'est difficile d'accepter. Regardez la richesse que nous avons ici. Il y a un monsieur qui s'appelle Hernando de Soto, un péruvien. Il a écrit un livre en anglais qui s'appelle « Le Capital ». Si vous traduisez en français, c'est pourquoi le capitalisme a réussi dans les pays dits développés et a échoué dans les pays, les non-tiers-monde et dans les pays communistes. Simplement, je vais sur Victoire. Les parcelles de maisons de Victoire aujourd'hui, vous ne les avez pas à moins de 200, 300 000 $. Mais si un papa qui habite Victoire, qui a son bâtiment, sa propriété, avec les titres de propriété à lui, son fils qui vient de terminer ses études à l'ISTA, ingénieux, capable de faire beaucoup de choses, il veut investir. Il ne peut pas. Il a besoin de 10 000 $. C'est monsieur qui a un fonds de 300 000 $ qui traîne, il ne peut pas lever 10 000 $ dans ce pays. Et Hernando de Soto dit que l'Afrique pouvait lever des fonds plus que l'aide au développement si son titre foncier était garanti et si il était bien managé. Et nous allons tout faire pour aider les jeunes, les start-up. Et vous verrez, nous allons créer des banques de développement avec des guichets pour les start-up pour aider les jeunes Congolais. Allez à Botou, le Silicon Valley du Congo, de Kinshasa. Allez, voyez ce que les gens font. On ne disait pas en Gili, quelqu'un peut te prendre une Mercedes ou une Volkswagen, il change de moteur. Donc il y a l'ingéniosité, il y a la créativité, mais il y a l'accompagnement qui manque. Et nous devons être ces gouvernements qui puissent accompagner, qui puissent donner aux gens comment avoir les capitales. Sans capital, vous ne pouvez rien faire. Sans classe moyenne, vous ne pouvez rien faire.
comment créer cette classe moyenne? Comment créer, aider les gens à se dire, voilà, moi je peux travailler par moi-même aux États-Unis, il y a 4%, le mois passé, ils ont créé 20 quelques millions d'emplois. C'est ça? 200 000 emplois, c'est les chiffres. Ils ont créé. Mais quels sont les emplois? Il y a beaucoup de start-up, il y a beaucoup de petits emplois, mais c'est l'emploi. Et nous pouvons les créer ici. Nous allons encourager les Congolais de l'étranger à rentrer au pays dans le cadre d'un programme incitatif élaboré de commun accord avec eux. Nous, aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres réels. On se fonde sur des chiffres pour les Congo. Il y a une étude qui est sortie il y a 2-3 mois qui parlait des remittances, donc des transferts nationaux dans leur pays. Les Congos n'ont pas donné de chiffres. Mais il y a un chiffre qu'on a ici, pour 2011, on disait que les Congolais avaient transféré près de 9 milliards de dollars cette année-là. Mais ce chiffre-là est correct parce que dans les chiffres qu'on a donnés pour le Nigeria, je prends le Nigeria, on a dit que l'année dernière, les Nigériens de l'étranger ont transféré 20 milliards quelque chose. Alors si je fais la règle de 3 simple, les Nigérians, ils sont à peu près à 180 millions. Et nous sommes à 80 millions, donc un peu 2 fois moins. Et le comportement des Africains dans cette matière-là est le même. Et même le comportement, j'ai vécu 3 ans au Nigeria, et même le comportement des Congolais pour les deuils, pour les fêtes, pour envoyer l'argent ici, la rentrée scolaire. Donc, les Congolais, 10 milliards de dollars par an, 2 fois plus que le budget du pays. On ne fait rien avec ça. Donc, ces messieurs-là peuvent rentrer chez eux, créer des entreprises. Quand ils viennent ici, on leur fait des problèmes. Pour avoir des passeports, ils ont des problèmes. Quand ils sont là-bas, ils ont pris d'autres nationalités. Pour avoir des visas, ils ont des problèmes. Nous allons régler cette question de nationalité. On verra ça dans les réformes constitutionnelles. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. C'est bien. C'est bien. Mais j'ai discuté avec mes frères et sœurs de Kivu, j'ai discuté partout pour faire la proposition que nous faisons. Nous disons que demain, nous avons des enfants partout. Ben, les miens, rassurez-vous, les miens ont la nationalité congolaise. Ils n'ont pas changé la nationalité. Pour la petite histoire, mon dernier fils devait naître aux États-Unis, j'ai travaillé là-bas, ma femme était enceinte et je devais être limité en France. Mais pour aller en France, je devais d'abord rentrer ici pour prendre le visa de la France parce que je ne veux pas l'avoir à Washington. Mais mon bill m'a dit, écoutez, M. Fayou, vous rentrez, vous laissez la femme ici, elle va accoucher, il n'y a pas de problème, de toute façon, l'enfant sera américain. J'ai dit non. Mon enfant, s'il doit naître au Congo, au Zaïre à l'époque, il doit naître au Zaïre. Nous sommes rentrés ici. Et nous sommes partis en France. Il est né quelques jours après en France. Et aujourd'hui, il a la nationalité congolaise. Je lui ai dit, c'est à toi, à 18 ans, de choisir. Moi, mais cela ne veut pas dire qu'on doit priver d'autres enfants, d'autres filles et fils de ces pays, qui ont appris d'autres nationalités pour des raisons diverses. Et c'est pour cela que nous disons, comme la question fait débat, dans un premier temps, nous ouvrons la nationalité. La nationalité congolaise peut être détenue concurremment avec une autre nationalité, sauf ou excepté les 9 pays du monde. Là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On ne va pas nous attaquer. Non, nous disons simplement que la nationalité congolaise peut être détenue concurremment
avec une autre nationalité, excepté les pays, les 9 pays voisins. C'est pas une discrimination. Et encore, on parle de discrimination positive. Ce n'est pas une discrimination. Nous n'avons rien, on n'a pas de problème avec les frères et les sœurs des autres pays. Mais nos communautés, et c'est comme ça que nous avons dit, les pactes pour le développement, c'est ça aussi. Les pactes pour le développement, j'étais à la conférence nationale souveraine. Je ne connaissais pas très bien ces problèmes. Et les frères et sœurs de Kivu, et c'est depuis ce temps-là que j'ai commencé à prendre ces problèmes à bras le corps. Les frères et sœurs de Kivu nous ont dit, citoyens Fayulu, à l'époque de ça, si vous ici à Léopoldville, vous amusez avec cette affaire, cette question, vous allez nous montrer. Bon. Donc j'ai étudié cette question. Je suis parti à Goma, j'ai réuni les communautés, les 7 ou 8 communautés. J'ai discuté avec eux pour tester cette affaire. Je suis parti dans les Congo central, j'ai testé cette affaire. Je suis parti dans les Kassai, j'ai testé cette affaire. Je suis parti dans les Bagumbu, les grands Bagumbu, tester cette affaire. Et je crois, et nous avons testé ça partout. Nous pensons que nous pouvons essayer d'ouvrir cette affaire pour arrêter avec cette... Nous avons des enfants qui ont des diplômes que nous n'avons pas. Ils ont des compétences qu'il n'y a pas ici. Mais ces enfants veulent revenir ici. On vous dit qu'aux États-Unis, il y a une dame congolaise qui a mis, qui a mis sur pied cette technique pour les batteries, les Tesla. Elle est là. Elle est américaine, mais elle peut, si elle a pris la nationalité américaine, elle peut être congolaise, elle peut jouer et aux États-Unis et ici. Si vous avez un enfant ici meilleur, basketteur et tout ça, vous avez 2 enfants, vous dites que celui-là, il est en 6e année des humanités ou je ne sais pas, ici à la télé de la Gombe. Mais ici, à cette période, qu'une équipe de basket aux États-Unis l'a révélé et on va lui donner le visa, il va à l'ambassade des États-Unis, on va lui donner le visa. Mais si vous avez un autre fils qui étudie dans la même école, que lui n'a rien, il dit que non, moi je vais aller apprendre l'anglais aux États-Unis, on ne lui donnera pas. Mais pourquoi? On a besoin des compétences. Nous allons réviser l'article 71. Cet article qui a été révisé le 11 janvier 2011 au Sénat, illégalement, contre les règlements intérieurs du Sénat. Cet article instituait les élections présidentielles à 2 tours. Et au Sénat, sans inscrire cette question au calendrier de la session extraordinaire, on a débattu cette question et on a ouvert. Et tout simplement parce que le président Tshisekedi rentrait au Congo. Il est rentré, fin 2010, et les gars ont dit, écoutez, là, il y a un problème. Il y a un problème, si on laisse cette affaire, ça sera tout sauf. Et ils sont partis. On ne peut pas accepter. Aujourd'hui, voilà les problèmes, on nous crée des problèmes. Ah, mais dans l'opposition, est-ce que vous parlez des candidats communs? Est-ce que, mais s'il y avait 2 tours, premier et second tour de l'élection présidentielle, on n'aurait pas eu de problème. Pour être président de la République. Comme nous ouvrons la nationalité, et nous devons insérer dans le point 1, les conditions là, 1, 2, 3, 4, 5, insérer ne posséder que la nationalité congolaise d'origine. Pour l'instant, les libérés, c'est posséder la nationalité congolaise d'origine. Alors là, comme on doit, aussi respecter certains principes, certaines règles, si vous êtes congolais et une autre nationalité, vous pouvez jouir de tous vos droits. Mais pour la magistrature suprême, là, au moins, on dit n'avoir qu'une nationalité. Article 149. Nous avons rétabli cet article dans sa formulation originale. Aujourd'hui, le parquet général de la République fait partie du gouvernement. Où est
l'indépendance de la justice. Nous allons revenir à l'ancienne formulation. L'indépendance judiciaire, on liste bien, y compris le parquet général. Nous allons revisiter toutes les révisions constitutionnelles de janvier 2011. Parce qu'il n'y a pas que l'article 71, il y a d'autres. Nous allons les revisiter sérieusement parce que, et ça ne fera pas, comment dire, l'objet d'une décision unilatérale. C'est des discussions pour que les gens comprennent ce que nous voulons et décident pour y arriver. Voilà, maintenant, comment je vais financer ces programmes-là? Comment je vais financer ces programmes? Vous avez ce qu'on appelle en anglais le waterfall chart. Ok, c'est en français les cascades. Nous avons le budget actuel, 5 milliards. On vous déclare 8, mais on n'a jamais atteint pour dépasser 5 milliards. Donc ces budgets-là, ces ressources-là existent parce que le budget congolais est voté en équilibre. Donc on commence d'abord par les ressources et après on affecte les emplois. Donc les 5 milliards sont là. Le deuxième, nous avons la gouvernance interne. Si nous mettons en place une fiscalité de développement, il y a M. Luzo Lobambi et même le Premier ministre de Matata à l'époque parlait de coulage. Parlait de 15 milliards de dollars de coulage dans cette économie-là. Et c'est vrai. Alors nous disons, avec une fiscalité responsable et développement, nous pouvons, avec une gouvernance interne, tolérance, corruption zéro, nous pouvons récupérer 12 milliards. 5 milliards existants, 12 milliards grâce à l'état des droits. Les gens savent que les règles sont respectées, les gens sont sérieux, ils respectent leurs paroles, ils ont des valeurs. Et là, si nous allons là-bas investir, nous allons avoir des résultats de nos investissements. Donc, nous pouvons y aller et nous allons payer les impôts. Le monsieur qui a l'Odja et tout ça, demain, aujourd'hui, payer 0, demain, il pourra payer 30. C'est de l'argent. 30 multiplié par plusieurs millions, c'est beaucoup d'argent. Britannique, Madame Theresa May était dans le pays anglophone, pays africain. Elle a dit qu'elle amenait à peu près en dollars 6 milliards de dollars. 6 milliards. Qu'est-ce que nous gagnons? Il y avait ce qui s'est passé en Chine dernièrement, 60 milliards, dont je crois 40% des dons. Je dis bien coopération efficace et structurée. On ne va pas aller s'endetter pour s'endetter. Ça, c'est la coopération. Dans les dons, dans les choses qu'on nous donne, le pays ici vit de beaucoup de dons. Je ne vais pas commencer à citer les pays qui donnent, j'ai des chiffres dans ma tête. Tous les pays de l'OCDE et tout ça, ce qui donnent au Congo. Mais si nous structurons cette coopération, et là, nous pensons que nous pouvons avoir 5 milliards de dollars à ce niveau. Ici, la coopération efficace, nous avons dit 3 milliards. 3 milliards. Ok? Alors, maintenant, ici, j'avais sauté les nouveaux investissements. Voilà. Là, les nouveaux investissements, les 5 millions, les 5 milliards. Quand ici nous avons mis en place cet état de droit, où les lois sont respectées, où les gens sont sérieux, où il y a la main-d'œuvre efficace et tout ça, les investisseurs vont venir. Les investisseurs, tant étrangers que nationaux. Il n'y a pas de... Quel est cet homme politique ou, comment dire, homme d'affaires congolais qui peut se targuer aujourd'hui d'avoir des milliards? On fait des listes ici. Absolument rien. Il n'y a pas un Congolais, pas un seul Congolais qui peut... Quand vous allez au Nigeria, on parle d'Ali Dangote, de Dankata, de Madame, de tel et de tel.
Mais ici, comment un pays ne peut pas avoir du capital? Quand vous n'avez pas de capital national, vous ne pouvez rien faire. Comment un pays ne peut pas posséder un capital? Donc, là, les investisseurs peuvent venir, comme je dis, investissement direct étranger et investissement, comment dire, local. Pour atteindre au moins en l'an 2030 un produit intérieur par habitant d'au moins 3 000 $. 3 000 $, le Congo-Brazza est déjà à ce niveau. Donc dans 10 ans, si nous pouvons, avec tous les investissements, avec tout ce que nous allons engager dans ces pays, le pays sera un chantier. Et donc, nous sommes capables, et si nous sommes sérieux, de trouver cet argent pour financer notre programme. Voilà, mesdames et messieurs, les programmes que nous appelons investir dans les citoyens pour développer la RDC. C'était long, excusez-moi, mais j'ai même coupé. Merci beaucoup. Ça a démontré la compétence, l'expérience qui fait la différence, comme il le dit. Et c'est un programme très profond, très clair, très réaliste et qui est applicable. Et si ce programme est réalisé au Congo, en tout cas nous ne parlerons plus d'un pays en voie de développement. Je pense que dans 4 ou 5 ans, le Congo sera placé parmi les pays développés. Vous pensez que ce programme rencontre les problèmes de Congo? Absolument, oui, parce que là, dans ce programme, c'est comme il l'a dit, il n'est pas allé dans tous les détails, parce que le programme dans son entièreté se trouve en ligne. Mais il a parlé de l'emploi. Je pense que l'une des grandes choses que les gens devront comprendre, pour devenir président dans un pays, il faut aller parce que vous voulez résoudre certains problèmes que les autres n'ont pas pu résoudre. Et il a adressé le problème de l'emploi. Il a parlé de l'éducation, il a parlé de la recherche, de l'innovation, il a parlé de l'agriculture, il a parlé de grands travaux d'infrastructure, il a parlé de toutes ces choses-là. C'est ça les besoins du peuple congolais à l'heure actuelle. Les Congolais n'ont pas d'emploi pour la plupart, on trouve des gens qui sont au chômage. Et l'éducation est complètement au rabais. Mais Martin Fayulu, vu sa expérience académique et professionnelle, c'est la personne qu'il faut en ce moment ici. Et je pense que ce qu'il a présenté aujourd'hui, pour des gens qui sont cultivés, des gens qui comprennent, qui ont quand même un certain minimum de connaissances, ils découvrent que vraiment c'est ça qui manque jusque-là. C'est la toute première personne de tous les candidats présidents que j'ai vu. C'est la seule personne qui a montré, qui a démontré complètement une maîtrise de la matière. Et ça veut dire que si une telle personne est à la tête du pays, nous pouvons nous attendre à un changement radical. Et quand il parle de 38 milliards de dollars américains, c'est possible de réaliser cette somme? Ça, c'est d'ailleurs très conservateur. Et je vais vous dire pourquoi. Je vis en Floride, dans l'état de la Floride. L'industrie des oranges, et j'insiste, je ne parle pas de l'agriculture dans son entièreté, je parle des oranges seulement. Les oranges apportent dans l'état de la Floride 9 milliards de dollars américains. Les oranges seulement, 9 milliards. Alors, prenez le Congo, nous parlons de maïs, nous parlons de toutes ces choses-là. 38 milliards, ça c'est un chiffre conservateur. Nous avons travaillé avec Martin Fayulu sur ces projets et je connais que l'on peut réaliser plus que cela. Ça c'est vraiment un chiffre très conservateur. Je serais étonné s'il y a des gens aujourd'hui qui trouvent que c'est un chiffre exagéré. C'est d'ailleurs le moindre qu'ils pouvaient présenter. Nakanisi que ici niveau il y a éducation mais ici niveau il y a expérience pour ça là où il y a science. Ici que réellement on a projet où il y a présenté. Ce que le Martin Fayulu a commis président dans le Congo et ici que Makambo est allé par exemple Kozala Misala, Makambo est allé par exemple éducation à Bana et à Mikolo, problème nous sommes à Congo, ils allaient pratiquement le Congo et Congo. Azali le seul parmi les candidats président Ganamoni, où il y a l'accès à
ayebi makambo ya za koloba pe azali à mesure ya kokokisa yango. Et c'est là où je trouve ngai na moni que esengeli que normalement biso nyonso totie maboko parce que Congo ezali pona biso nyonso. C'est une affaire de nous tous. Je pense que nous avons la responsabilité ya ko supporter projet à boye ezali réaliste. Donc ce qui est confisami et que la pour la famille à Martin Fayulu, mais ça sera pour tous les peuples. Martin Fayulu est l'un de ces candidats, en ce qui me concerne, qui peut réellement incarner la rupture par rapport à l'ordre actuel. Parce qu'il est vrai, il est sincère, il est authentique. Vous l'avez senti à travers même la présentation. Ce n'est pas quelqu'un qui était collé à un texte qu'on lui aurait préparé déjà, mais c'est quelqu'un qui a parlé des choses qu'il connaît, des choses qu'il maîtrise, des choses qu'il a déjà vécues, qu'il peut illustrer, qu'il peut appliquer dans la réalité. Donc, lorsque vous voyez un candidat président de la République qui fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment engagé. C'est vrai qu'il y a des gens, d'autres qui ont fait de la spéculation dans ce sens-là, mais pour avoir été victime lui-même du pouvoir mafieux qui a reculé les pays, je suis convaincu que Martin Fayulu peut réellement faire la différence. Au plus haut point, parce que comme il a eu à vous le dire, ce n'est pas de la spéculation. Il a mené des études et il nous l'a démontré. Lorsque le conseiller spécial du chef de l'État chargé de la lutte contre la corruption parle du coulage des 12 milliards que le pays perd avec les détournements, y compris les 4 milliards qu'on déclare dans le budget. Vous voyez où nous sommes déjà très loin. Mais lorsque on va plus loin en investissant dans l'agriculture, dans les secteurs touristiques, en rendant plus efficient les domaines miniers, il y a moyen de faire réellement la différence. Il y a moyen de faire la différence et de réaliser, d'engager, d'avoir les moyens pour développer cette république. Point de cachet, un peu d'effort vous le fera trouver. Et dans cette République démocratique du Congo, on peut les trouver. N'avez-vous pas appris qu'il y a des gens qui ont acheté des mines dans ces pays à 200 millions de dollars et qu'ils ont eu à revendre à 1 milliard? Tout simplement parce qu'il a bien dit, il a vraiment touché les taureaux par les cornes. C'est un problème de leadership. Et c'est pourquoi le leader doit avoir une certaine formation, une compétence, il doit avoir l'expérience pour que les leaders n'apprennent pas, ne fassent pas ce qu'on appelle, ne procèdent pas par essai et erreur. C'est pas possible, on ne peut pas s'improviser chef et aller apprendre dans le fauteuil. Mais le koyali komanke na Congo ezali bato ya malamu pona kopesa bomo na programme ya malamu. Mobutu apesa programme moko awa na Congo. Programme ya enseigne. Il a parmi les meilleurs programmes au monde. Mais il a qui enterré avec même Botama. Candidat belé va passer par programme. C'est pourquoi Martin Fayulu lobete to mandana nous kobongisa kibomoto ya congolais. Lobete to pesa manso bete Congolais a comme un moto que Oyazali Lelo investir dans les citoyens. Ce qui est tapé à l'impossible, c'est à changer qui vont monter à Congolais. Mentalité Congolais comme à discipliner, a comme à respecter, il y a Yemoko comme à Lobanaye, respecter, il y a Mouninga Naye, respecter, il y a Biloko, il y a l'État. Ce cas ici, Owana, ndako koma siko na oyo atali économie et sociale. Ndakisa alobiete, au budget na ya PC dans le budget ya 190 milliards de dollars. Et ils allaient qu'à chiffrer pendant 5 ans. Pour être à l'accipe, et si quand ils mosolo yango et kouta. Après si ndakisa moko par exemple, Rwanda, Mambo Kamoke, ils allaient pembe na biso awa. Rwanda, chaque mboula nyoso a mis sa budget dans le secteur touristique. Budget na ils allaient plus de 463 millions de dollars. Je dis bien 463 millions de dollars. Rwanda, et où dans le secteur touristique, pour nous que nous avons ceux qui va même, ceux qui va ngombe, va zebiwana, au na montagne, on a côté la mikomboso, côté la bambologo kuna, et que bimisakambula nyoso 463 millions de dollars. Mais en comparaison à Congo, Mboka o ezali na nyoso koleka Rwanda, Congo c'est 4 millions de dollars. Donc moins de
Donc en fait, Congo, 10% il y a au Rwanda dans le secteur touristique. Donc, et le connu est aux Zangui. Côté Rwanda, a 463 millions, plus 4 millions. On a l'accepté Congolais et Limabé. Il y a un autre bété. Sauf que nous avons solo et dans le secteur touristique, nous avons un impôt à Malam. Nous avons un budget à 190 milliards de dollars. Les aliments ajoutés. Près de 1,5 milliard de dollars par an. Mais ce 1,5 milliard de dollars par an, on multiplie par 5. Bien qu'un bon gars soit coïba et que ça combien. La taxe au Libanais, Benjé va foutre à côté. C'est de canaliser en gros. Donc, Motonde, il y a sérieux à Zangaki, c'est quand tu es candidat sérieux. Il y a ce programme sérieux. Maintenant, tu es sur la Congolais, tu vas aller confiance. Le but que Azaki désigné candidat à la dynamique de l'opposition, Abimisaki Azaki investi, a présenté le candidat, c'est quand il y a commis tango, il y a commis sa programme, Abimisaki vino programme Moko Malam, c'est quand le peuple a ça là et confiance. De l'Oyo, ce que tu as dit pour Martin Fayou, budget de l'État. La carte n'a pas moins cinéma. Il y a un mobile na yo. Celui qui a $1,000, mobile a $1,000, c'est le $2,000. Sur le 10%, il y a $2,000 et puis c'est monté mon gogo. Au moins par exemple 5% et puis c'est monté mon gogo. Mais si vous avez $10,000, 10% à $10,000, ça fait aussi beaucoup. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, notre pays qui est potentiellement riche, tout le monde il parle de scandale géologique, tout ça, potentiellement riche, mais le peuple est pauvre. Martin Fayou, avec son programme, il veut transformer cette richesse potentielle en richesse réelle. Que le peuple besoin à mon avis donne la richesse. Pour Nayango, il va mettre en place une gouvernance intègre. C'est-à-dire que bateau va autour, les gens qui vont travailler avec lui, donc va mettre la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité. Donc, comme je disais, cheval de bataille. On a 190 milliards de dollars. Au bout il y a 5 ans. Au bout il y a 5 ans. Mais chaque année, on va avoir un budget à 34 milliards, moins que l'Angola. L'Angola, on a 45 milliards de dollars. Si on dit qu'on peut aller jusqu'à 40, pourquoi? C'est normal, pourquoi moi? Parce que ce pouvoir des incapables, ils ont amené un budget à 4 milliards, 5 milliards. Ils étaient jusqu'à 8 milliards avec Mozito. Aujourd'hui, ils sont à 4 et 5 milliards. Quand on vous dit qu'on peut aller jusqu'à 34 milliards, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Martin a démontré à Ozambo ou à Wapi, a démontré clairement. Donc je pense que c'est dans les domaines du possible. Programme Naye, tout est encore possible. Martin Fayou va diriger pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, il reviendra vous voir. Alors posez-moi une autre question. Bon, l'Igna continue ou pas? Si vous pouvez poser candidature. Mais bien, vous savez, parce que tellement vous savez là, vous savez, voilà. Donc je vous dis seulement que Martin Fayou, le candidature, il a dit candidature, il fantasise c'était. Il va aller jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout, parce qu'il a dit, il est investi d'une mission, je dirais même divine, pour qu'on va payer vers la sortie. Vous le personnel.